Depuis la tempête, la troisième flotte avait subi de lourdes pertes face au typhon, le commandement de Cobra avait changé et la troisième flotte était devenue la cinquième flotte sous les ordres de l'amiral Spruance. Plusieurs typhons étaient venus et repartis et les campagnes d'Iwo et d'Okinawa avaient été menées. Maintenant, Halsey était de retour à la fin mai 1945, donc la cinquième flotte était redevenue la troisième flotte. Concernant le suivi et la prévision météorologique, beaucoup de choses avaient changé, d'autres étaient restées identiques. De nouvelles stations météorologiques ont été installées et Guam possède désormais une station centrale pour la flotte. On observait plus de vols de reconnaissance météorologique à longue portée sous commandement américain, sans lien direct avec la troisième flotte. Cependant, comme dit, d'autres aspects restaient similaires. Malgré les résultats de l'enquête, le commandant Cosco restait dans l'état-major de Halsey comme aérologue principal. Et le processus labyrinthique de collecte des rapports provenant de différentes stations et avions, de s'accorder sur leur signification réelle, puis de les faire circuler vers le haut et vers le bas. La chaîne de commandement pour la redistribution jusqu'à la flotte n'aurait guère été plus complexe, même avec un Minotaure errant dans les couloirs de la station météorologique centrale. Il semblait également que le destin avait bel et bien le sens de l'ironie. Quelques jours à peine après que Halsey eut repris le commandement, des rapports commencèrent à arriver faisant état d'un trouble dans la force de la nature qui règne en mer des Philippines. Tout comme à l'approche du typhon Cobra, la tempête était dans son dos et des essaims croissants de kamikazes étaient devant lui. Ce nouveau système météorologique différait quelque peu de Cobra. Alors que le typhon précédent était un vaste mur de la fureur de la nature avançant régulièrement, celui-ci était plus petit, plus rapide, en mouvement, et concentrait l'immense puissance de son système orageux dans un assaut violemment coordonné. Il avançait également comme si une force malveillante lui avait donné un système de guidage, alors que Cobra s'était simplement approché régulièrement. Depuis le sud-est, cette nouvelle tempête, nom de code Connie, mais parfois aussi appelée Vipère, se dirigeait d'abord vers l'ouest, puis tournait doucement vers le nord, comme la plupart des typhons, mais elle commença ensuite à se recourber sur elle-même et à se diriger vers le nord-est. Cela créerait une situation sans issue. Comme la tempête s'approchait de la troisième flotte depuis le sud-ouest au lieu du sud-est, cela signifiait qu'en théorie, la flotte pouvait tenter de rejoindre le large océan. Mais si William Halsey attendait un peu trop longtemps, le pire de la tempête, le côté sud à sud-est, passerait directement sur ses navires. Alors que s'il se dirigeait droit vers la résistance aérienne japonaise, même s'il était pris par les bords de la tempête, ce serait au moins le côté le plus doux, dans une certaine mesure. Il aurait pu quitter sa position plus tôt et éviter totalement le système météorologique. Mais tout cela reflète ce qui aurait pu être fait en sachant ce que nous savons maintenant. Alors qu'au début du mois de juin, Connie, ou Vipère, n'était qu'une simple perturbation tropicale au début de son parcours. Et le commandant Cosco semble l'avoir en grande partie écarté comme étant sans importance, préférant analyser les schémas météorologiques plus immédiats à proximité, ce qui l'aiderait à planifier le lancement des frappes aériennes. Mais au fil des premiers jours de juin, de plus en plus de rapports épars sur l'intensification de la tempête commencèrent à arriver, certains provenant même du département du renseignement qui avait intercepté des bulletins météorologiques internes japonais en provenance de diverses poches de résistance et îles contournées. Mais la lenteur glaciale de la transmission des informations météorologiques faisait que les rapports individuels arrivaient quelque peu dans le désordre. Et il semble que Cosco n'ait de nouveau pas pris la peine de consacrer du temps à les réorganiser pour en faire un tableau plus cohérent. En fait, lorsque la station météorologique centrale de Guam a décidé d'émettre une alerte au typhon le 3 ou le 4 juin, les sources varient, probablement en raison de problèmes de fuseaux horaires. Il a dûment signalé son arrivée lors d'un briefing du personnel, mais a aussitôt affirmé que cette alerte était erronée. Comme le virage du typhon vers le nord-est ne correspondait pas aux schémas météorologiques établis, il semble qu'il n'ait pas gardé en mémoire que le typhon Cobra n'avait pas non plus suivi les schémas météorologiques habituels. Mais cela n'est pas passé inaperçu. D'autres officiers, peut-être ceux dotés d'un meilleur instinct de survie ou simplement d'une mémoire un peu plus longue que celle d'un poisson rouge moyen, ont fait valoir qu'ils ne devraient pas vraiment prendre un tel risque à nouveau. Halsey, après avoir écouté tous les arguments, a décidé d'essayer d'éviter la tempête, au moins cette fois-ci. La flotte était en fait en train de ravitailler bien à l'avance et les dernières amarres étaient larguées, alors même que la réunion se poursuivait. En partie, grâce à la montée de la mer, la flotte mit donc le cap à l'est-sud-est pour s'écarter de ce que Cosco pensait être la trajectoire la plus probable de la tempête.
Halsey ordonna aussi à tous les navires américains présents dans la zone de transmettre régulièrement des rapports météo depuis leur position. Mais vint alors un moment où Halsey allait sans doute regretter d'avoir gardé les services du commandant Cosco. Plus tard dans l'après-midi, Guam envoya un autre rapport, indiquant cette fois qu'il y avait 2 tempêtes, dont l'une se dirigeait vers le nord et l'autre, au moment de l'émission du rapport, se dirigeait vers le nord-nord-est. Mais les deux suivaient des trajectoires quelque peu divergentes vers Cosco. Cela semblait confirmer ses soupçons que toute cette histoire était exagérée. Après tout, comment une tempête pouvait-elle soudainement devenir 2? Sans doute que toute cette histoire avait été exagérée par les unités de l'arrière qui ignoraient ce qui se passait. Alors que la flotte entrait dans des mers plus calmes, le groupe opérationnel 38-1 réussit même à terminer les opérations de ravitaillement interrompues. Mais, comme d'habitude, la réalité ne se soucie guère des préjugés de l'homme, et le typhon s'était en fait scindé en 2 systèmes distincts. Celui allant vers le nord était plus faible et finirait épuisé, mais celui situé plus à l'est. L'un d'eux virait fortement vers le nord-nord-est, puis suivait une trajectoire nord-est beaucoup plus serrée, et à certains moments, il se dirigeait même presque directement vers l'est. À peu près au même moment, le navire de commandement amphibie USS Ancon se trouvait à environ 200 miles de la flotte et se dirigeait vers les Philippines. Puis, sur son radar, elle a repéré un typhon extrêmement puissant et compact fonçant à toute vitesse. En effet, il n'était qu'à 100 miles de la flotte. Conformément aux ordres de Halsey, elle a transmis le rapport urgent par radio, mais un autre facteur est alors entré en jeu, 3e flotte. Les ordres permanents exigeaient que toute communication soit cryptée et l'équipage de l'Ancon a donc dû formuler le bulletin météo pour lequel il disposait de données assez complètes grâce à la multiplicité des systèmes à bord du navire. Encoder le dit rapport puis le transmettre. Ensuite, à l'autre bout, quelqu'un devait le recevoir. Et ensuite, il était mis dans une pile pour être décodé et ce n'est qu'une fois décodé qu'il pouvait réellement être lu. Le temps que tout cela soit fait, il était presque minuit. S'il avait fait jour à ce moment-là, Halsey aurait pu confirmer le rapport simplement en regardant par la fenêtre vers l'horizon. À seulement quelques heures avant que la tempête ne les rattrape, Halsey a convoqué son état-major et ses officiers supérieurs. L'amiral McCain a suggéré de maintenir un cap de 110 degrés et éventuellement d'accélérer. Costco, en revanche, préconisait maintenant de faire presque demi-tour pour prendre un cap de 300 degrés, revenant ainsi sur leurs pas. Après réflexion, Halsey a décidé de suivre la recommandation de Costco. Le contre-amiral Carney, proche collaborateur de Halsey, désapprouvait cette décision, tout comme la majorité des officiers supérieurs, et fit d'ailleurs un commentaire sarcastique. « Un jour, nous allons manœuvrer à l'aveugle droit dans un typhon, et il s'est avéré que ce jour-là serait le lendemain. » À ce stade, la force opérationnelle des porte-avions rapides comprenait 3 groupes opérant ensemble. Le groupe opérationnel 38-4 était le plus au nord et contenait le navire amiral à la fois de Halsey et de l'amiral McCain. Le groupe opérationnel 38-1 se trouvait à environ 15 miles au sud de celui-ci, et le groupe opérationnel 30-08, le groupe de ravitaillement, était un peu plus loin encore, à peu près au sud-sud-est du groupe opérationnel 38-4. À 2h30, le vent commença à se lever presque aussi rapidement que le baromètre commença à chuter. Pour de nombreux marins à bord de la flotte, il y avait une certaine impression de « ça recommence ». Le typhon, dans ce cas, était extrêmement compact, ne mesurant qu'environ 160 km de large, et, par conséquent, le groupe opérationnel 38-4 a en fait été largement épargné, à part quelques mers agitées. Le groupe opérationnel 38-1 et le 30,8, en revanche, n'auraient pas cette chance. Le premier à être touché fut la force de ravitaillement de l'amiral Beery, le groupe opérationnel 30-08. À 2h30, le vent soufflait en continu à 35 nœuds, avec des rafales approchant les 65. En l'espace d'une heure, la vitesse du vent aurait dépassé les 120 nœuds. Je dis dépassé, car nombre d'instruments météorologiques ont enregistré de telles vitesses, ont été projetés à plusieurs centaines de pieds et dispersés sur une large zone, ce qui restait contre-productif pour tout autre relevé.
La mer s'est élevée comme des montagnes et les près de 50 navires du groupe opérationnel 3008 ont perdu de vue les uns les autres en se préparant au mieux. Pendant les quelques heures suivantes de fureur naturelle, le porte-avions d'escorte, l'USS Salamaua, a reçu un coup violent qui a mis sa direction hors service, la laissant dériver au gré des flots. Au milieu des vagues qui submergeaient non seulement le pont d'envol mais aussi la passerelle, des murs d'eau solide déferlaient sur le pont d'envol. Moins de vagues se brisaient sur la proue du navire et plus elles engloutissaient complètement le bâtiment. À un moment donné, la passerelle était pratiquement la seule partie du navire qui n'était pas sous l'eau. La plateforme d'observation avant, la passerelle longeant le pont d'envol, toute une tourelle de canon de 40 mètres et l'une des grues de manutention des avions, tout cela a été arraché et a disparu dans la mer. Le bord d'attaque du pont d'envol était relevé comme un croisement horrible entre l'origami et l'art moderne. Et un Avenger s'est détaché de ses amarres et a détruit tous les autres avions sur le pont. Il a aussi écrasé et tué un pauvre marin courageux qui a tenté de l'arrêter. Seul un travail héroïque en dessous, remettre la direction en état de marche, a sauvé le navire d'un chavirement total. Un autre porte-avions d'escorte, l'USS Windham Bay, a eu sa coque fendue à plusieurs endroits. Les 6 premiers mètres du pont d'envol ont été écrasés contre la coque. Les avions, sur le pont et dans le hangar, se sont détachés, semant la pagaille. Cependant, ici, son équipage a eu un peu plus de chance que leurs compatriotes. Un balai complexe de poursuite et de contre-poursuite, alors que le navire plongeait et se cabrait, n'a entraîné aucune victime immédiate. L'ascenseur des avions a été frappé à plusieurs reprises par les vagues déferlantes qui l'ont forcé à descendre contre sa volonté, provoquant des cascades d'eau dans le hangar. En fait, tellement d'eau est montée à bord que le porte-avions a commencé à s'alourdir et répondait à peine au gouvernail. Mais au final, cela s'est avéré être un événement incroyablement chanceux, car juste assez d'eau est entrée pour alourdir le navire suffisamment et empêcher la mer de le faire chavirer complètement. Mais ce n'était pas tout à fait assez pour couler le navire complètement en annulant toute sa flottabilité. Et ainsi, bien qu'à la fin elle ressemblât davantage à un monitor avec des ambitions aéronautiques qu'à un véritable porte-avions, elle réussit à continuer à lutter à proximité, le destroyer. L'escorteur USS Conklin faisait vaillamment de son mieux lorsqu'il y eut un très bref moment de silence, ce qui était toujours un mauvais signe. Soudain, un mur d'eau noire, presque vertical, la frappa de plein fouet, comme un enfant fonçant tête baissée contre un mur de boucliers de légionnaires romains furieux. En conséquence, le Conklin fut projeté hors de sa trajectoire et s'inclina de 75 degrés sur tribord. Des hommes furent projetés alors que les cloisons avant devinrent brièvement de nouveaux planchers, puis la cloison tribord prit le relais et le navire tourbillonna autour d'eux. À vrai dire, elle aurait dû continuer à chavirer, mais le typhon décida alors d'utiliser le petit navire comme un sac de frappe. Une série de vagues rapides mais encore assez grandes la redressa de quelques degrés avec leur base avant de s'abattre sur elle avec leur crête et de la faire pencher encore plus. Une fois de plus. Un peu comme un combattant enragé frappant un adversaire déjà à terre encore et encore. Les portes et trappes ont explosé dans la salle radio inondée, tout l'équipement radio et radar externe a été arraché et l'eau est entrée par les ventilateurs jusque dans les salles des machines. Plusieurs victimes ici, car tout objet non fixé a été aussitôt soulevé et projeté à travers les compartiments des machines à grande vitesse sur la passerelle. 3 hommes sont tombés à la mer. Peu après, une vague venant d'ailleurs a ramené l'un d'eux, le transmetteur de la passerelle, violemment rejeté sur la poupe. Mais la vague a également emporté un autre homme du gaillard arrière en échange. Quelques heures plus tard, l'un des hommes de la passerelle, un signaleur, serait retrouvé dérivant seul par un autre navire. Mais le marin du gaillard arrière et l'officier de quart de la passerelle ne seraient jamais revus. À ce stade, le sort du Conklin semblait complètement scellé, mais elle serait ensuite sauvée par les mêmes vagues qui étaient en train de la briser en morceaux. Elle tournoyait encore après le choc, ce qui l'avait finalement allongée sur le côté. Avec une superstructure pointée face au vent et à la mer, une vague de taille décente suffirait pour que la mer s'engouffre dans sa cheminée, et ce serait la fin. Mais au lieu de cela, une autre vague déferlante, comme la première, la souleva et projeta tout le navire à travers l'océan, le faisant retomber violemment, mais en le redressant presque complètement. Son équipage, très éprouvé, s'est héroïquement relevé une fois de plus et a réussi à remettre le navire en marche et sous contrôle. Bien qu'elle ressemble plus à une boîte de conserve cabossée qu'à un navire de guerre, Conklin réussit à s'extirper des pires conditions météorologiques.
À l'arrière de la formation, les hommes de l'ELR USS Millicoma faisaient face à un autre problème, ayant terminé le ravitaillement quelques heures plus tôt. Toutes ces perches étaient relevées avec les différentes lignes et tuyaux encore tendus. Cela la rendait quelque peu instable et elle se mit donc à rouler follement à chaque vague. Alors que l'équipage tentait sans succès d'abaisser les perches sous leurs yeux, 3 de ces perches furent tordues et pliées l'une après l'autre par le vent et la mer. Puis le mât de misaine, qui soutenait beaucoup de ces perches, commença à osciller d'avant en arrière, se balançant de plus en plus à chaque roulis, sa base commença à se fissurer et le mât commença à se disloquer. S'il tombait, il plongerait directement dans des dizaines de milliers de gallons de carburant d'aviation qui étaient stockés juste en dessous. Les étincelles de cette collision propulseraient sûrement le navire vers le ciel dans une colonne de flammes. Heureusement pour le navire, le vent a commencé à faiblir juste au moment où les derniers cordages et câbles radio se sont rompus, ce qui a permis à l'équipage de prendre des mesures d'urgence pour stabiliser le mât. Un autre destroyer d'escorte, l'USS Mitchell, n'a pas connu le même niveau de drame et de dégâts. Un marin avait installé un hamac au-dessus d'un moteur principal et la mer l'avait bercé jusqu'à l'endormir. En pleine tempête, il s'est réveillé, a regardé par-dessus le hamac et, au lieu du moteur, a vu la cloison et les supports à outils. Comme le navire penchait très fortement, concluant qu'il y avait bien peu de choses qu'il pouvait faire en toute sécurité à ce moment-là, il s'est simplement accroché aux côtés du hamac et s'est rendormi. L'amiral Clark était aux commandes du groupe opérationnel 38-1. Cette formation avait repéré la tempête qui approchait à environ 60 miles au radar. Mais presque immédiatement après cela, l'un des destroyers de son escorte avait perdu le contrôle de la direction et il avait ralenti pour s'assurer que le destroyer ne se perde pas. Alors même que le front du typhon enveloppait le groupe de soutien, il a contacté par radio les amiraux Halsey et McCain pour demander la permission de changer de cap et d'augmenter la vitesse, car il était encore temps d'éviter le pire. Cependant, du côté du groupe opérationnel 38-4, ils ont estimé ne pas avoir suffisamment de détails pour déterminer le centre de la tempête, semblant ne pas se rendre compte que Clark, qui était bien plus proche, l'avait déjà fait. Au début, ils ont refusé la permission de manœuvrer de façon indépendante au motif qu'ils n'avaient pas assez d'informations. Clark leur a alors fait comprendre qu'il n'avait peut-être pas les informations nécessaires, mais que lui, il les avait, bien que de manière peu utile. Le groupe de tâches 38,4 lui a alors demandé de partager ces informations avec eux au lieu de le laisser agir seul. Un Clark exaspéré a transmis les informations radar pertinentes et à 04h40, près d'une heure après la demande initiale de Clark, l'autorisation de changer de cap à sa discrétion a finalement été accordée. Mais il était bien trop tard et le typhon était déjà sur eux. Lors de Cobra, les petits navires avaient le plus souffert, mais cette fois, les grands furent touchés. Les vagues étaient si énormes que même en restant à flot, les petits montaient et descendaient comme des ascenseurs, tandis que les gros, par leur inertie, étaient submergés plutôt que soulevés. Même les cuirassés n'en sortiraient pas indemnes. L'Indiana a connu un moment difficile lorsque des vagues puissantes ont brièvement mis hors service sa direction et un de ses moteurs. Le Massachusetts a subi de nombreux dégâts mineurs dus aux vagues et à des débris de navires projetés contre elle. De plus, l'une de ses avions de reconnaissance a été emportée par une vague qui a déferlé sur la poupe, comme une main gigantesque s'en emparant. Son épreuve, en particulier, sembla d'abord assez brève, jusqu'à ce que ses marins passent la tête par divers panneaux pour apercevoir une petite trouée de ciel dégagée. Ils ont réalisé qu'ils étaient dans l'œil du cyclone, et tous se sont précipités à l'intérieur quand les vents ont repris presque aussitôt. Les 4 porte-avions du groupe opérationnel, le Bennington et le Hornet de la classe Essex, ainsi que le San Jacinto et le Belleau-Wood de la classe Independence, allèrent connaître une traversée plutôt mouvementée. La réputation du Bennington comme navire chanceux a pris fin lorsque les vents ont dépassé la plus haute graduation de ses instruments. Avant qu'une série de vagues serrées qui dépassaient ses mâts ne s'abattent sur elle en succession rapide, le surplomb avant du pont d'envol a été complètement détruit, soit encore 10 mètres de pont d'envol soutenu, tordu comme un bretzel. Les catapultes du navire ressemblaient à des expériences sur une nouille mouillée tombant sur une assiette. Et l'eau s'est engouffrée sur le pont du Gaillard d'avant, a dévalé les coursives et a traversé les quartiers d'habitation avant. Hornet a vécu une expérience similaire. Une série de vagues de 18 mètres de haut a fait plonger les 8 premiers mètres du pont d'envol vers le bas, ce qui obligerait Hornet à mener ses opérations aériennes depuis la poupe dans les jours à venir, après qu'une première tentative de lancement, juste après le typhon,
ait envoyé un Hellcat en vrille dans la mer lorsque le tourbillon de courant d'air provoqué par les planches arrachées a fait tomber le pauvre chasseur du ciel juste après son décollage. Heureusement, la capacité d'opérer en marche arrière avait en fait été intégrée à la classe Essex, même si jusqu'à présent, il y avait eu très peu de raisons de réellement l'utiliser. Les deux porte-avions légers, étonnamment, s'en sont plutôt bien sortis. San Jacinto avait bien sûr été durement malmené par Cobra, mais son capitaine avait tiré des leçons de cette expérience. Les deux porte-avions ont alors dirigé leur proue vers la mer et ralenti à la vitesse minimale de manœuvre. En conséquence, la pire chose qui soit arrivée à l'un ou l'autre, à part quelques dégâts mineurs ici et là, fut que San Jacinto perdit deux avions qui avaient été délibérément placés à la proue comme par vent pour protéger les autres. Comme ces avions en particulier étaient déjà en état non volant avant même que la mer ne s'en empare. L'équipage donnerait plus tard son avis que ce typhon avait été beaucoup plus fort, mais d'une durée un peu plus courte que Cobra. Mais le navire qui a le plus souffert était le croiseur USS Pittsburgh. Son capitaine avait ordonné de tout verrouiller comme si elle entrait en combat, et cela s'est avéré providentiel. Vers 6h30, l'officier en second s'est présenté sur la passerelle pour signaler que la coque se déformait à environ 30 mètres derrière la proue. Quelques instants plus tard, une série de grosses vagues est arrivée en s'accumulant. La première ressemblait un peu à un mur, et lorsqu'elle a frappé la passerelle, l'équipage a vu la proue se tordre vers le haut à 90 degrés. Et puis, alors que les embruns retombaient encore, une autre vague, celle-ci ressemblant beaucoup plus à une onde de tempête, a tout simplement soulevé tout le croiseur. La proue est restée attachée par quelques plaques du pont supérieur, mais n'a trouvé aucun appui alors que le navire lui-même était brièvement suspendu en l'air par la crête de cette grande vague déferlante qui soutenait le navire au niveau du milieu. Et ainsi, la proue a continué de tomber, arrachant 32 mètres d'elle-même du navire. Heureusement, aucun membre de l'équipage ne se trouvait dans la partie manquante. Mais maintenant, la mer menaçait d'utiliser la proue comme une massue pour fracasser le reste du croiseur lourd. Le capitaine a donc ordonné de virer de bord rapidement. C'était une manœuvre extrêmement risquée, exposant d'abord le Pittsburgh à une mer de travers, puis à des lames de fond qui pouvaient endommager sa direction, sa propulsion ou simplement la secouer violemment. Mais il y avait deux bonnes raisons à ces actions. Premièrement, la silhouette menaçante de la proue les poursuivait. Deuxièmement, il y avait le fait que la seule chose qui maintenait le navire à flot à ce moment-là était quelques cloisons minces et désormais assez exposées, qui n'étaient pas conçues pour cela. En s'éloignant de la tempête, la pression sur les cloisons diminuait, laissant plus de temps aux équipes de contrôle des avaries pour les renforcer. D'une manière ou d'une autre, le capitaine a réussi à accomplir tout cela, tout en communiquant directement la situation à l'amiral Clark par radio vocale. Une fois les premières équipes de renforcement en action, le navire s'est de nouveau tourné pour présenter son flanc tribord à la mer, ce qui était considéré comme un peu moins risqué après qu'une série de grosses vagues ait déferlé sur la poupe. Le navire jumeau du Pittsburgh, le Baltimore, ainsi que le croiseur léger Duluth ont également subi des dommages à la proue, leur partie avant se tordant et se fissurant, mais heureusement sans se détacher de leurs navires respectifs. Plus tard dans la journée, le remorqueur de la flotte Munsee a rapporté avec humour « Nous avons aperçu une banlieue de Pittsburgh et l'avons prise en remorque ». Grâce au destroyer bleu qui avait repéré et suivi la section de proue encore à flot, le remorqueur a pu la récupérer et la ramener à la maison. N'arrivant qu'un jour après le reste du croiseur, les deux parties du navire ont finalement été réunies lorsque la tempête s'est dissipée et la liste des pertes était bien moins lourde que celle du Cobra. 6 morts, 4 grièvement blessés, entre 75 et 100 avions perdus et à peu près le même nombre à nouveau gravement endommagés. Mais en raison des dégâts subis par les grands navires, l'impact global sur les opérations de combat a en réalité été quelque peu supérieur à celui du Cobra. La force opérationnelle des porte-avions rapides avait lentement renvoyé des porte-avions chez eux à cause des dégâts des kamikazes ces derniers mois. Ainsi, avec Bennington et Hornet temporairement hors service, cela portait un sérieux coup aux capacités opérationnelles de la force des porte-avions rapides. Sans surprise, une nouvelle enquête a été ordonnée. Les questions, posées cette fois-ci, étaient quelque peu plus incisives. Halsey et Costco ont déclaré que la majorité des problèmes venaient du manque d'informations et de la lenteur des bulletins météo. En raison de la nécessité de les chiffrer et de les déchiffrer, Halsey a préconisé que ces rapports soient diffusés en clair, sans cryptage, et qu'il y ait davantage de reconnaissance aérienne et de suivi des tempêtes. Mais après un peu plus d'une semaine d'audition de tous les témoignages, le juge avocat de l'enquête a exposé son avis en des termes assez cinglants, bien que juridiques.
En tant que juge-avocat, il est de mon devoir de conseiller officiellement la Cour sur les questions de droit en cas de doute juridique. Que la question que je vais aborder soit douteuse ou non, je l'ignore, mais elle est, à mon avis, très importante. Il est de mon avis que le témoignage que cette Cour a entendu contient suffisamment d'éléments pour établir, à première vue, un cas d'inefficacité coupable dans l'exécution du devoir de la part du commandant de la 3e flotte. C'est un type de chose qui est rendu punissable par le paragraphe 9 de l'article 5 du règlement de la Marine et qui est traité brièvement dans la section 67 des tribunaux et conseils de la Marine. Il est également de mon avis que le dossier révèle qu'un acte ou une omission du commandant de la 3e flotte a été la cause directe de la catastrophe. En examinant les faits et en appliquant les méthodes juridiques pour établir la responsabilité entre deux personnes ou envers le public par un fonctionnaire, la loi de la causalité l'indique. La cause immédiate ou légale des dommages subis par la 3e flotte le 5 juin a été le changement de cap de la flotte vers 300 degrés vers 01h30 le 5 juin. Toutes les autres inefficacités, qu'elles soient postérieures ou antérieures à ce moment, toutes les autres négligences, qu'elles soient antérieures ou postérieures à cet événement, peuvent être des causes contributives, mais la cause principale et immédiate, la cause légale du désastre. Était-ce ce changement de cap à un moment où l'officier qui a ordonné ce changement l'a fait, avait en sa possession, ou dans l'exercice d'une diligence raisonnable, aurait dû avoir en sa possession suffisamment d'informations qui, si elles avaient été correctement et rapidement évaluées, auraient révélé le danger encouru au final, bien que l'enquête ait reconnu qu'il fallait davantage de vols de reconnaissance aérienne pour surveiller les typhons. Les communications météorologiques devront désormais se faire en clair et non plus sur des canaux cryptés. Elle a également recommandé que Halsey et McCain, ce dernier étant tenu en grande partie responsable du retard dans l'autorisation donnée à l'amiral Clark de changer de cap, soient affectés à d'autres fonctions. Cependant, Nimitz a refusé d'agir en ce sens, tenant compte de la popularité de Halsey et de ses réalisations antérieures, ainsi que du fait qu'il avait en partie raison concernant l'insuffisance totale du système de suivi météorologique et de communication. L'amiral King a accepté à contre-cœur les recommandations générales de Nimitz, bien qu'il ait ensuite organisé la relève de l'amiral McCain de son commandement. En quelques mois, apparemment, McCain allait devenir le chef adjoint de l'administration des anciens combattants, mais finalement, McCain est décédé en septembre 1945 certain, disant que c'était en partie à cause du choc d'avoir été désigné comme bouc émissaire semi-officiel pour les erreurs de nombreux autres officiers. Un point positif ressort, le passage à des communications météorologiques rapides et non cryptées et la possibilité d'utiliser certains B-29 de l'US Army Air Force pour surveiller les tempêtes ont nettement amélioré le suivi météorologique. Et deux autres typhons, en août et septembre, ont été en grande partie évités par les flottes alliées, ce qui était une bonne chose puisque celui de septembre aurait eu, selon les rapports, la puissance de Viper en son centre, mais la durée et la taille de Cobra. Et sur ce, cela nous amène à la fin du dernier des typhons de Halsey. Un récit plus détaillé de la lutte du Pittsburgh est disponible dans le lien ci-dessous. J'espère vous revoir bientôt. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour vos questions sur la cale sèche.